Bonjour à tous, bonjour à ceux en ligne. Donc Vincent m'a demandé de parler de comment concilier durabilité et rentabilité dans une entreprise. Et mon propos, c'est de montrer que quelque part, une entreprise ou autre structure, d'ailleurs dans le monde actuel et dans le monde de demain, pour être durable, doit être rentable, mais pour être rentable, doit être durable. Voilà. Il ne faut pas faire de la durabilité sans rentabilité. Vincent en parlait tout à l'heure. Une entreprise comme Kering aujourd'hui, qui a des fonds propres très importants, peut se permettre de pivoter, peut se permettre de réfléchir à de nouveaux modèles et à prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux, chose que ne peut pas faire une entreprise qui serait déjà en difficulté, évidemment. Alors, avant de vous expliquer, de vous montrer un petit peu si c'est possible et comment c'est possible de concilier. Par contre, ça ne fonctionne pas. Il faut appuyer sur la flèche là ou c'est bon. Voilà, merci. Comment concilier durabilité et rentabilité? Juste pour me présenter rapidement, Vincent l'a fait, mais donc je suis consultant en redirection écologique, comme on dit. On a parlé de la notion tout à l'heure. L'idée, c'est de se dire, de faire pivoter les modèles d'affaires, les activités économiques, puisque moi, je travaille exclusivement avec des entreprises, mais surtout de se dire qu'à un moment donné, vu les enjeux sur lesquels je vais revenir rapidement, avec un prisme un peu différent de ce qui a été dit tout à l'heure, donc ça me paraît intéressant d'y revenir, toute activité n'est pas bonne à prendre et toute activité ne doit pas être pérenne à terme. Alors, je suis consultant indépendant, mais j'ai cofondé et je travaille beaucoup avec un collectif de consultants qui s'appelle Archipel Kyosei. Je ne rentre pas dans le détail du nom et pourquoi Archipel. Je renvoie à la notion d'archipel d'Édouard Glissant de la fin des années 90 pour ceux qui s'intéressent et qui sont curieux de ça. Mais on accompagne donc aussi bien les individus, les collectivités ou les entreprises selon les expertises des uns et des autres vers leur transformation, vers la durabilité, vers la résilience et vers du régénératif. Alors, comme on disait tout à l'heure, le régénératif, c'est le dream space. On tend vers. Aujourd'hui, les structures qui sont régénératives, elles sont plus que rares. Et de toute façon, je crois que c'est Vincent qui le disait, est-ce qu'un jour, on arrivera dans un monde économique qui peut être vraiment régénératif à 100%? On ne sait pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'y tendre. Voilà, et on accompagne pour ça sur les 4 étapes de la transformation, c'est-à-dire aussi bien ce qu'on appelle du déclic, de la prise de conscience. Donc Aurélie en parlait par exemple, ça peut être sous forme de conférences, de présentations, on parlait d'étudiants aussi, on donne beaucoup de cours en école supérieure pour conscientiser, pour acculturer les étudiants et donc les futurs actifs à ces enjeux-là. C'est des ateliers comme des fresques, comme l'atelier d'automne et autres qui permettent vraiment de prendre conscience des enjeux, de prendre conscience des ordres de grandeur pour derrière travailler des visions, des stratégies, des feuilles de route qui sont au niveau de ces enjeux-là et pas on va recycler le papier. Évidemment, il y a des étapes de diagnostic indispensables, donc ça va être du diagnostic RSE, du diagnostic de circularité, du bilan carbone, mais on a aussi chez nous des facilitateurs en intelligence collective, des coachs, etc. Donc il y a plein de méthodologies qui sont utilisées. Ça peut être sur un diagnostic de gouvernance, ça peut être voilà. Il y a toute une partie idéation et de réflexion avec les équipes pour faciliter ce travail des équipes de la structure pour changer le modèle, pour comprendre la vision, la feuille de route à établir, etc. Et là, c'est pareil, selon les expertises des uns et des autres, on est à peu près une petite trentaine de consultants et consultantes dans le collectif. L'idéation peut se faire sur des problématiques de modèle économique, sur des problématiques purement environnementales, purement sociales,
de gouvernance, etc., etc. Et on utilise beaucoup de méthodologies de design thinking, de design fiction, Aurélie et Aurore en parlaient tout à l'heure, donc de prospective, d'innovation en général, UX design, lean startup, etc. Voilà, c'est peut-être des noms qui évoquent quelque chose pour vous, pour faire rentrer, pour sortir un petit peu des schémas conventionnels de réflexion et trouver d'autres solutions, puisqu'on n'arrivera pas à résoudre les problèmes liés aux enjeux auxquels on est en train de faire face et on va faire face de plus en plus avec les solutions conventionnelles, habituelles qu'on a développées depuis 150 ou 200 ans, depuis la première révolution industrielle. Alors, rapidement, mais surtout avec un autre prisme, je voulais revenir sur les enjeux. Vincent en a parlé, on en a parlé un petit peu, mais ça me paraissait intéressant de vous donner quelques chiffres. Et mon objectif est de vous montrer qu'il y a des enjeux environnementaux et sociaux, mais surtout environnementaux liés aux limites planétaires, comme on disait tout à l'heure, et liés au système climatique, comme on dit, c'est-à-dire la vie sur Terre, à terme, qui font que de toute façon, demain, que vous ayez une activité économique ou que vous soyez un Indien dans l'Amazonie colombienne, enfin, dans la forêt colombienne, vous allez être impacté par cela. D'abord, le dérèglement climatique, je pense qu'il n'est plus ni à définir, ni à démontrer. On a vu ces dernières années le nombre de catastrophes naturelles s'accélérer, s'amplifier, etc. Aujourd'hui, il y a 2 fois plus de catastrophes naturelles qu'il y a 15 ans. En 2022, les catastrophes naturelles ont coûté 275 milliards de dollars. Et encore, évidemment, c'est toujours la même chose, c'est des estimations à minima. Hein. Et seule la moitié ont été assurées. Le deuxième problème, qui est lié évidemment aux catastrophes naturelles, qui est une conséquence du dérèglement climatique, les catastrophes naturelles sont une conséquence du dérèglement climatique, c'est ce dérèglement climatique et c'est l'atteinte de ces limites planétaires. Alors, on en donnait rapidement une définition tout à l'heure, les limites planétaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on a appelé les limites planétaires, ces 9 limites planétaires, c'est ce qui fait le système Terre. Okay, c'est ce qui fait que depuis 4,5 milliards d'années, la vie s'est développée sur Terre avec une diversité hallucinante de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, de toutes les ressources que nous donne la Terre, de l'air, de l'eau, de tous les services écosystémiques que cette nature nous donne. Et l'être humain, l'homme moderne, a vraiment oublié tout ça, mais qui font que le système fonctionne et perdure. Et si on dépasse l'objectif de ces indicateurs-là et de ces études-là, c'est de se dire que si on dépasse ces limites planétaires, on craque le système. On fout le système en l'air, l'engrenage ne fonctionne plus. C'est-à-dire la pérennité de la vie sur Terre. OK ? Le troisième enjeu, c'est la raréfaction des ressources. Là, on est beaucoup plus proche d'une problématique, je ne sais pas mon mot, mais d'une préoccupation d'une entreprise. Nous extrayons tellement de ressources de nos sols, de la terre, qu'on en vient aujourd'hui à être dans une situation de raréfaction des ressources. Nous avons passé le pic pétrolier il y a plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire que nous ne produirons jamais autant de pétrole que ce que nous avons fait il y a 10 ans et avant. Ça, c'est absolument certain. Accessoirement, même si nous en trouvons encore ou nous développons des technologies pour en mettre à disposition, ça coûte de plus en plus cher et ça va coûter forcément de plus en plus cher. Donc, ça va devenir à un moment donné totalement inaccessible. On estime qu'au rythme actuel, il n'y aura plus de lithium sur Terre dans 15 ans. Or, le lithium, comme beaucoup d'autres minerais et de terres rares, est à la base de justement tous nos produits technologiques que nous utilisons et dont nous sommes fans aujourd'hui, et nous en parlions pendant la pause, qui nous permet de développer nos panneaux photovoltaïques, les batteries électriques de nos véhicules de demain, d'aujourd'hui déjà, mais de demain, parce qu'on se dit que c'est ce qui va nous sauver, etc. Donc, de toute façon, si nous utilisons toutes ces ressources sans avoir une logique de cycle de vie et de réutilisation en fin de vie de ces ressources qu'on a extraites du sol,
La croûte terrestre ne nous permettra pas, ne nous donnera pas assez de ressources pour faire cette transition écologique et énergétique qu'on voudrait faire pour nous sauver nous-mêmes. Et donc, on estime effectivement, j'ai parlé du lithium qui est le premier sur la liste, mais en gros, on estime que 75% des minerais et terres rares auront disparu d'ici 50 ans, au rythme d'extraction actuel. Hein. Business as usual, bien sûr. Donc, si on change, si on pivote, on sauve les meubles ou on arrivera à faire autre chose. Mais en tout cas, business as usual, on va dans le mur. Et puis la perte de la biodiversité, la biodiversité, c'est une des limites planétaires. L'idée, c'est pas de se dire que sauvons les papillons et sauvons les ours polaires. L'idée, c'est de bien comprendre, ou plutôt se remémorer, que dans le monde actuel, 80% de nos cultures humaines, nos vergers, on parlait de la Drôme, nos cultures de céréales, etc., sont pollinisées. C'est-à-dire que si demain, il n'y a plus d'insectes, ce qui est déjà ce qui se passe, en tout cas en volume, très largement, moins 80% de volume d'insectes en Europe depuis 30 ans, il n'y a plus de pollinisation et donc il n'y a plus de culture. Donc on ne mange plus. Point, terminé. Point à la ligne. Aujourd'hui, l'ONU estime que la biodiversité est à l'origine de 55% du PIB mondial. Quand vous êtes dans l'agro-industrie, quand vous êtes agriculteur, quand vous faites du meuble, quand vous... Voilà, ça, c'est des activités évidentes pour lesquelles vous dépendez de la biodiversité. Vos ressources, c'est la biocapacité de la Terre. Capacité à régénérer les terres, les sols, les cultures, les poissons dans les océans, les animaux qu'on va manger, les arbres qui poussent, le bois qu'on utilise pour tout ça, etc. D'accord? Donc, si vous n'avez plus ça, vous n'avez plus vos activités humaines, de toute façon. Il y a une chose aussi importante à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, la première cause de la perte de biodiversité dans le monde, c'est le changement d'état des sols, c'est-à-dire, pour le dire autrement, l'artificialisation des sols. Ce n'est pas nécessairement de l'artificialisation. Artificialisation, c'est-à-dire que quand il y avait une prairie, on met du bitume, pour le faire simple. Donc, une route, des bâtiments, des villes, des autoroutes, on parlait d'un aéroport tout à l'heure, ça, c'est de l'artificialisation pure. Mais de toute façon, quand vous abattez une forêt pour en faire des champs agraires, c'est aussi un changement d'état des sols et c'est aussi évidemment une perte de biodiversité. D'accord ? Je regarde juste mes notes pour savoir s'il y a des chiffres un peu impactants que je voulais vous donner, parce que j'aime bien ça, les chiffres qui font mal. Aujourd'hui, je me permets juste une chose en termes de timing, si on peut viser de terminer. C'est vrai qu'on ne se l'est pas dit. Ouais, 17, on décale un peu, mais vers 17h25. Ouais. Ce serait. Alors, quel impact ça a sur les organisations, tout ça? Déjà, une augmentation des coûts. Alors là, je n'ai même pas besoin de vous faire le topo. On l'a bien vu ces dernières années avec l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation des prix des matières premières. Certes, c'est dû aussi à des raisons géopolitiques, mais c'est aussi dû de toute façon à des tensions sur l'eau, à des tensions sur des cultures. Je ne rentre pas trop dans le sujet, mais ça a une augmentation des coûts non négligeable. On parlait tout à l'heure des catastrophes naturelles. L'ancien PDG d'AXA, Henri de Castries, disait qu'un monde à plus 4 degrés est inassurable. Vous avez vu le coût tout à l'heure que je vous ai donné sur 2022. Et les assureurs estiment que chaque année, donc depuis la multiplication de ces catastrophes naturelles, il y a un coût d'assurance supplémentaire par an de 5 à 7%. Okay. Ça pose des problèmes d'approvisionnement. Pareil, là, on l'a bien vécu avec la crise Covid et ces dernières années. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la crise des microprocesseurs en 2021 qui a beaucoup touché l'industrie automobile. Il faut savoir que cette crise a été due au fait que Taïwan, d'où proviennent 90% des microprocesseurs au monde, a subi d'énormes inondations, donc qui a arrêté les usines, mis à flot les usines. Pour l'industrie automobile, ça a été un manque à gagner ou un manque de production de quasiment 8 millions de véhicules, c'est-à-dire 210 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est pas rien, hein, pas du goutte d'eau.
Voilà. Et là, je ne parle que des microprocesseurs, que sur l'industrie automobile. Le PDG de Nexans, sur les appros, tiens, on parlait tout à l'heure des câbles, etc. J'avais effectivement cet exemple de Nexans. Ensuite, quel impact ça a sur les organisations? Tout simplement des changements d'activité. Là, je vous ai mis une carte de vinicole de la France en 2050. En 2050, avec le dérèglement climatique déjà actuel, ce qu'on en connaît, de toute façon, nous n'aurons plus de Côte-du-Rhône dans le Rhône et nous n'aurons plus de Champagne en Champagne-Ardenne. Ça, c'est absolument certain. Et donc, par exemple, les maisons de champagne aujourd'hui commencent déjà à acheter des terres en Angleterre pour pouvoir continuer à faire ce champagne, avec les conditions climatiques qui seront en Angleterre, celles qu'on a aujourd'hui en Champagne. En 2050 à Lyon, on aura le climat de Séville aujourd'hui. Donc forcément, que vous avez des changements climatiques comme ça impacte évidemment toute la façon de vivre et l'activité économique d'un territoire, c'est évident. Oui, tiens, avec le dérèglement climatique, l'Espagne, l'année dernière, a perdu 80% de ses cultures, d'un certain nombre de ses grandes cultures agraires, avec les canicules qu'ils ont traversées. Donc aujourd'hui, le monde produit assez de rendements agricoles et il y a des approvisionnements mondiaux et des échanges mondiaux qui permettent à d'autres pays de fournir à l'Espagne. Mais d'abord, ça pose le problème de l'autonomie, de la gouvernance et de la dépendance à d'autres. Et puis surtout, évidemment, ça n'est pas tenable à terme. Et puis la dernière chose, là je vous donne que 4 exemples, mais il y en a d'autres, c'est tout ce qui concerne les déstabilisations géopolitiques et les dépendances géopolitiques. Donc je viens d'en parler un petit peu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la crise ukrainienne, le grenier à blé de l'Europe qui est attaqué, c'est 50% d'approvisionnement en céréales en moins pour en particulier l'Afrique et certains pays du Moyen-Orient. La Russie, c'est 40% d'approvisionnement de gaz de l'Europe et donc ça a posé de gros problèmes de dépendance et de réorientation du sourcing énergétique pour l'Europe, et en particulier l'Allemagne, etc., etc. Je parlais tout à l'heure des minerais et des terres rares. Aujourd'hui, la Chine, depuis une vingtaine d'années, a développé une stratégie de spécialisation d'extraction des terres rares. Donc les terres rares ne sont pas rares en l'occurrence, mais c'est tous les minerais qui finissent en ium. Donc ils ont un gros territoire, donc il se trouve qu'ils possèdent 90% des extractions des terres rares, et puis ils ont développé cette industrie minière-là, et surtout de raffinage des terres rares. Or, les terres rares, nous les utilisons, comme je disais tout à l'heure, dans tous nos outils technologiques, et on en aura besoin, et on en a besoin dans notre transition énergétique et écologique. Et donc, nous dépendons extrêmement fortement de la bonne volonté de la Chine pour ça. Et enfin, on en parlait aussi tout à l'heure sous une autre forme, mais de toute façon, nous sommes sur une planète finie, une planète qui fait 40 000 km de diamètre. Il n'y a pas grand-chose autour, à part l'espace et le noir intersidéral. On n'a pas encore trouvé de planète B, comme on dit. Et donc, de toute façon, une croissance infinie n'est juste pas possible dans un monde fini. C'est les limites de la physique de toute façon. Alors du coup, là, l'idée, c'est de bien comprendre que de toute façon, que vous le vouliez par volonté intrinsèque, par philanthropie, par altruisme, en pensant à vos enfants ou en pensant à vous-même, de passer sur des modèles durables ou pas, de toute façon, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers des modèles durables, vers des modèles régénératifs, vers limiter au maximum notre impact environnemental et social. Ça, c'est quelque chose qui va ensemble de toute façon. Voilà. Donc, juste petite définition très rapide de ce que c'est qu'un modèle durable, qui a plusieurs échelles d'ailleurs, c'est justement de réussir à combiner une activité économique avec un impact positif environnemental et un impact positif social. Okay, c'était juste pour revenir sur la définition. Je reviens aussi d'ailleurs sur la définition de régénératif. Le régénératif, c'est le top du top de ce que peut faire une organisation. Aujourd'hui, le monde actuel capitaliste est plutôt à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a fait un focus à 100% sur l'activité économique,
sans se soucier des impacts et des dommages collatéraux sur l'environnement, au niveau social, etc. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que non seulement éthiquement, ça, on a fait quand même beaucoup de dégâts, mais aussi on est en train de se rendre compte que ça va nous foutre nous-mêmes dedans, dans notre organisation. Donc, on commence à faire de la RSE, du green, on en parlait, washing ou pas, de la sustainability. Mais l'idée, c'est de restaurer tous ces écosystèmes, puisque sans écosystème naturel, sans biodiversité, sans les ressources fossiles que nous donne la Terre, nous n'avons pas d'activité humaine, voire de régénérer. Donc régénérer, ça veut dire quoi? Ça a une dimension et environnementale, à l'instar de ce que fait la nature. La nature se régénère en permanence. Il n'y a pas de déchets dans la nature. Dans la nature, il n'y a que des écosystèmes qui fonctionnent ensemble, qui contribuent les uns aux autres. On pourrait y passer des heures à en parler, et accessoirement, je ne suis pas le spécialiste. Mais sur Terre, le seul à ne pas être régénératif, c'est l'être humain. Okay. Et accessoirement, nous sommes les plus récents sur Terre. Nous sommes là depuis quelques millions d'années, depuis quelques centaines de milliers d'années pour les homos les plus développés. Les crocodiles, les reptiles et autres requins étaient là depuis quelques millions d'années, et certaines araignées depuis 100 millions d'années, et la nature depuis plusieurs milliards d'années. Okay. Donc on a beaucoup à apprendre d'eux, et surtout, de toute façon, encore une fois, pour tenir 4,5 milliards d'années, ou à minima quelques millions d'années, si on a cet espoir-là en termes d'espèces humaines vivantes, d'espèces vivantes en tant qu'humains, il va falloir aller vers ce genre de modèle-là. Alors, est-ce qu'avec une activité économique et une activité humaine comme on l'entend aujourd'hui, on peut être régénératif? C'est encore une question, ça c'est certain. Certains, sur les doigts d'une main dans le monde, arrivent à tendre très sérieusement vers ça, mais c'est vrai qu'il faut totalement changer de prisme et de modèle de pensée, et évidemment de modèle économique. Et donc, en parallèle des limites planétaires, effectivement, j'en arrivais aussi à présenter la théorie du donut de Kettler-Haber, qui est très intéressante, mais ça a été évoqué tout à l'heure, donc je n'en reviens pas dessus. Donc, il y a des enjeux qui font que de toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, ça a du sens d'aller vers des modèles durables et des modèles régénératifs. Et 3, la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, dans le monde actuel où il y a un focus, une croyance, comme on disait, autour de la rentabilité d'un modèle économique, eh bien, développer des modèles durables, ça apporte de la valeur dite économique. Alors, ou purement économique, ou en tout cas indirectement économique. Okay. Donc, par exemple, pour vous donner quelques chiffres, réduire son impact environnemental, je ne reviens pas dessus, c'est tout simplement comprendre que de toute façon, l'entreprise, à terme, ne peut pas vivre sans un environnement, un système Terre qui fonctionne à peu près correctement. Deuxième chose, de toute façon, l'inaction, comme on dit, l'inaction environnementale coûtera à terme beaucoup plus cher que l'action environnementale. Donc oui, il faut investir, oui, il faut changer les modèles, oui, il faut mettre de l'énergie là-dedans, donc de l'argent, mais l'ONU estime que ça coûtera à peu près 10 fois moins que de ne rien faire et d'attendre que le mur nous arrive dessus. 17 000 milliards de dollars par an si on ne fait rien, sur une base d'une étude du PIB mondial 2018, contre 1 700 milliards par an si on fait quelque chose. C'est-à-dire, d'un côté, l'inaction climatique va nous coûter 20% de notre PIB mondial par an. De l'autre côté, on investit 2%, mais on sauve le système Terre et on sauve les activités humaines. Fidéliser ses salariés, on parlait de sens tout à l'heure, quand vous avez un projet qui a du sens, quand vous donnez une vision à votre entreprise, une vision qui a du sens, encore une fois, bien sûr, vous embarquez de fait beaucoup plus facilement vos salariés, vos collaborateurs et vos parties prenantes en général. Et moi, je passe mon temps à voir des organisations qui, ou d'un côté, s'entêtent, culbutent, ont du mal à recruter parce que, de fait, potentiellement, ça peut être une autre raison, mais en tout cas, une des raisons, peut-être que les talents, comme on dit, ne comprennent pas bien le sens de l'activité de cette entreprise-là, alors que justement, ils cherchent du sens. A contrario, je peux vous dire que toute entreprise qui
authentiquement, se donne une raison d'être, se donne une vision qui a du sens, avec un projet qui a du sens, embarque très facilement ses parties prenantes et ses collaborateurs. Est-ce que je peux vous donner des chiffres là-dessus? Vincent peut me citer quelques chiffres, je crois, tout à l'heure, mais une étude CSA de juin 2021 qui dit que près de 80% des salariés opteraient à offre équivalente pour une entreprise engagée pour la transition écologique. Okay, c'est même la préoccupation principale des actifs de moins de 35 ans, la préoccupation écologique avant le bon salaire. Quand moi je suis sorti de l'école et j'ai commencé ma carrière, ce n'était pas du tout ces mêmes échelles-là. Hein. C'était d'abord le salaire. Je me souviens, il y avait tous ces classements d'école dans tous les magazines et compagnie. D'ailleurs, on y était très, très attachés à l'époque. Maintenant, ça me paraît complètement dingue, mais à l'euro près, on regardait le salaire à la sortie de l'école. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même priorisation. Ça permet aussi de rentrer dans des modèles durables, ça permet de valoriser l'image de l'entreprise. Alors, encore une fois, là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du greenwashing, qu'il faut se donner un label Bicorp pour faire bien, on a une belle image et hop, allez, on passe à autre chose. Non, évidemment, parce que d'abord, votre image, ça sera, vous serez bâché, ça sera, comment dire, ça sera du court terme, ça ne permettra pas de valoriser cette image à long terme. Les gens, vos parties prenantes, vos consommateurs vont très vite se rendre compte que la coquille est vide, qu'il y a un joli paquet cadeau, mais que derrière, il ne se passe pas grand-chose. Puisque aujourd'hui, les consommateurs sont des consommateurs, comme on dit, se renseignent beaucoup, s'informent beaucoup, sont très informés par les ONG aussi, qui creusent de plus en plus, qui bâchent de plus en plus, qui testent, crash test de plus en plus les modèles des entreprises et les discours des entreprises. Mais à partir du moment où vous avez un discours, une vision authentique, incarnée, qui va dans ce sens de réduire ses impacts environnementaux et sociaux, là, par contre, vous attirez. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, et très souvent, je porte des baskets déjà, un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, c'est une entreprise qui n'a, depuis le début, jamais mis un centime dans un plan média, en partant du principe que de toute façon, dans la chaîne de valeur, ils ne peuvent pas se permettre ça, à contrario d'un Nike ou un Reebok qui met 70% de sa chaîne de valeur dans un plan de communication et de marketing. Mais par contre, ils ont un projet environnemental et sociétal qui est béton, qui est incarné par les deux fondateurs français, Cocorico, depuis le début, qui est hyper puissant de bout en bout de la chaîne de valeur, et c'est ce qui fait le bouche à oreille de la marque, et c'est ce qui est le meilleur investissement marketing et communication qui puisse rêver. Okay, et aujourd'hui, Veja, c'est une boîte qui est très rentable et qui a le vent en poupe. Désolé, je regarde par rapport au timing. Si on peut rentrer un peu plus dans l'accompagnement, c'est sur les. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de constats. On a pas mal évoqué ces sujets-là, donc voilà, c'est très intéressant. Mais est-ce qu'on peut, dans le temps qui nous reste, un peu plus rentrer dans les actions? Alors après, justement, je voulais effectivement citer un certain nombre d'exemples. Donc Patagonia, on en a parlé, donc je ne reviens pas dessus. Mais effectivement, Vincent le disait, une boîte très rentable qui pourtant, depuis le début, depuis 72, a cette logique environnementale d'avoir un impact environnemental le plus faible possible avec toutes les boucles de circularité possibles et inimaginables. Et cette fameuse pub de Patagonia qu'on connaît dans nos milieux en tout cas, Don't buy this jacket, qui ne pousse pas à la consommation, qui pousse à la sobriété, etc. Et pourtant fait de cette entreprise extrêmement rentable. Veja, je viens d'en parler. Redman, c'est un promoteur immobilier qui est entreprise à mission. Je vous ai mis l'interview de Nicolas Plançon là-dedans. C'est un nain, quelque part, dans le monde de la promotion immobilière face aux géants. Mais ils s'en sortent extrêmement bien. Ils ont géré de très beaux projets et ils ont une rentabilité qui marche très bien, capital propre multiplié par 7 en 5 ans, chiffre d'affaires multiplié par 3 en 4 ans, 5 ans. Etc. Parce que derrière, il y a des engagements, il y a une vision, il y a du sens, etc. Et accessoirement, ils ont gagné énormément de prix de promotion immobilière, architecturaux, d'aménagement. C'est eux qui ont fait Station Web, c'est eux qui ont fait le nouveau siège du Monde et plein d'autres très beaux projets. Voilà. Donc, cet engagement-là, qui est vraiment incarné par les cofondateurs, est clairement un élément de différenciation
j'entends marketing, hein, là je fais exprès d'utiliser ces termes-là un peu provocateurs, sur le marché de la promotion immobilière. Firplace plus près de chez nous, ça c'était pour vous donner un exemple de comment pérenniser son activité ou sauver son activité par rapport à des changements extérieurs. Donc, vous avez peut-être en tête la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui date de 2020 et qui court jusqu'à 2025-2030, enfin qui régit un paquet de choses sur de l'anti-gaspillage, des logiques de circularité à mettre en place dans l'économie française. En 2021, par exemple, il y a eu cette interdiction de vaisselle plastique jetable à usage unique. Donc, c'est pour ça que maintenant, dans un bar, quand vous prenez un cocktail, vous avez des pailles en bambou, en fer ou en carton, mais plus de pailles en plastique, par exemple. Que des McDo et compagnie ne vous servent plus ça dans du polystyrène ou du plastique qui se jette. Firplace donc fournit, ils sont à Saint-Priest, hein, donc c'est chez nous, sur notre territoire. Ça fait 30 ans qu'ils font de la vaisselle pour le HCR, pour la restauration collective et rapide. Mais depuis 20 ans, le fondateur a voulu mettre en place une démarche de développement durable. Donc, ils ont développé des gammes de produits biosourcés. Ils ont mis en place un système de consigne, réemployé, recyclé, etc., etc. Quand la loi AGEC est arrivée en interdisant cette vaisselle à usage unique jetable, je ne le dis pas dans le bon ordre, je crois, et ben, eux étaient prêts. Quand 50% de leurs concurrents ou ont fermé boutique, tout simplement, ou ont racheté en urgence des autres structures qui faisaient du biosourcé, du recyclé, du compostable, ou quelle que soit la boucle de circularité, pour sauver leur propre activité. OK. Tissage de Charlieu, on en a entendu parler, pas loin de chez nous non plus, c'est dans la Loire, donc on en a entendu parler avec le premier confinement, puisque c'est eux qui ont proposé des masques en tissu quand nous avions des problèmes d'approvisionnement, justement, on en parlait tout à l'heure, de masques venant de Chine. C'est une entreprise qui fait du développement durable dans la RSE depuis très longtemps. Encore une fois, c'est incarné par le fondateur en particulier. C'est une entreprise qui, malgré une activité qui est assez ancienne, quelque part désuète et souvent délocalisée, a réussi à maintenir l'outil de production en France, voire insiste là-dessus, et a créé tout un écosystème de gouvernance, de fonctionnement de l'entreprise extrêmement vertueux et extrêmement durable, qui fait qu'ils arrivent à maintenir l'activité, qui fait que ça marche même bien. Avec une diversification de leur offre, avec le fait que ce soit une entreprise qui est très, très innovante, in fine, surtout sur ce marché-là, et qui la sauve, en fait, qui sauve son activité et qui pérennise son activité. Voilà, c'était très rapide, du coup. Mais petite conclusion, inspiration que je trouvais intéressant. Le plus grand enjeu de l'humanité ne sont pas la faim, la pauvreté, le développement durable, la paix, la santé, l'éducation, l'économie, les ressources naturelles, tout ce dont on vient de parler, mais c'est notre capacité à élaborer de nouvelles organisations capables de les résoudre. En fait, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ça, nous avons les solutions techniques pour résoudre les premiers problèmes affichés dans les deux premières lignes. Nous avons les solutions pour résoudre les problèmes de dérèglement climatique et limites planétaires que nous avons créés nous-mêmes. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est cette volonté, on parlait de cognition tout à l'heure, cette volonté de le faire. Et cette volonté de le faire avec de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire plus en mode coopératif qu'en mode purement concurrentiel à outrance, etc., etc. Mais c'est vraiment l'enjeu parce que nous arriverons à résoudre ces problèmes-là sans problème si on arrive à se structurer et à fonctionner de manière différente. Et ça, c'est vraiment le gros enjeu de l'humanité pour les années à venir. Il faut se dépêcher parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je suis bon, chef? C'est bon. Merci, Guillaume. Et désolé pour la... Merci. Je ne sais pas s'il y a juste des réactions. Très rapidement, peut-être. Quand tu dis qu'on n'a plus beaucoup de temps, le modèle issu de Windows, la modélisation 92 qui a été actualisée, montre que
c'est déjà trop tard pour garder à la fois la population qu'on a aujourd'hui et garder notre confort. C'est déjà trop tard. Le dérèglement climatique et le fait que la planète devienne invivable, en tout cas pour les êtres humains, il n'y a pas de mur qui va arriver à une certaine date avec une certaine donnée, etc. C'est quelque chose qui est progressif de toute façon. Donc, oui, on peut se dire qu'il est déjà trop tard parce que de toute façon, le monde qu'on aura en 2050 et en 2100 sera radicalement différent du monde d'aujourd'hui. Ça, c'est absolument certain. La question est plutôt de savoir comment on peut limiter ce dérèglement climatique pour que ça reste à peu près vivable, que chaque dixième de degré compte, comme dit Valérie Masson-Delmotte, une des coprésidentes du GIEC, parce que les effets ce dérèglement climatique sont exponentiels, c'est-à-dire à plus 1,5 degré, à plus 2 degrés de réchauffement climatique, vous avez exponentiellement plus d'impact qu'à plus 1,5 degré, etc. Ce n'est pas du tout linéaire. Il y a cette notion d'emballement climatique qui fait que de toute façon, à partir d'un certain degré de réchauffement climatique, entre 2 et 1,5 degré justement, il y a les boucles de rétroaction qui se mettent en marche, qui font que là, il n'y a plus rien sous contrôle et le système part en vrille, définitivement. L'idée, c'est de se dire, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour limiter ça et faire en sorte que demain, la civilisation humaine puisse encore vivre quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, peut-être quelques millions d'années sur Terre. Ce n'est pas du tout garanti. Et pour ça, de toute façon, il faut changer drastiquement nos manières de fonctionner, d'émettre des gaz à effet de serre, d'extraire des ressources, etc. etc. Les rapports du GIEC, les accords de Paris donnent un peu une trajectoire. Les accords de Paris, c'est limiter le réchauffement climatique à maximum plus de degrés, idéalement 1,5 degré, d'ici à 2100. Le rétro-planning pour arriver à ça, c'est 2050 neutralité carbone. La neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus de gaz à effet de serre. Ça veut dire que nos activités n'émettent pas plus de gaz à effet de serre que ce que les puits de carbone naturels sur Terre peuvent absorber sans être dégradés. Aujourd'hui, on dégrade énormément les puits de carbone. La photosynthèse, les océans, etc. sont énormément dégradés par toutes les émissions exponentielles qu'on a mis dans l'air et sur Terre. 2050, neutralité carbone. Pour essayer d'avoir une neutralité carbone en 2050, il faudrait qu'en 2030, on ait baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 50%. Et pour avoir un espoir de baisser nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, il faut qu'en 2025, donc c'est demain matin, on ait inversé la courbe de nos émissions. Et on en est très loin parce qu'on n'arrête pas d'augmenter pour l'instant. À part les toutes dernières années qui nous donnent des signaux faibles d'amélioration potentielle. Et parce que justement, ça devient des sujets de préoccupation pour tout le monde, de considération. Il y a plus ou moins d'action derrière, mais au moins on en parle. Régénératif, il y a un an et demi, personne ne parlait de ça. On était les seuls, pas les seuls, mais c'était très rare à parler de ça. Même économie circulaire, même bilan carbone, il y a 5 ans, pas grand monde parlait de ces choses-là. Aujourd'hui, c'est sur la table. Il n'y a pas une entreprise qui ne traite pas ces sujets-là. Après, est-ce qu'il les traite assez bien pour qu'il y ait de l'action et que les émissions et les impacts environnementaux et sociaux diminuent, les impacts négatifs? C'est une autre question. Mais en tout cas, ça n'est plus un sujet. Mais il faut faire très très vite, de toute façon. C'est comme les 15%, l'idée, c'est pas de se dire combien de pourcents, c'est très très vite, tout de suite, parce que c'est absolument dramatique. Peut-être en une minute, une question qui a été posée par Baya. Quelles sont les démarches adoptées pour exprimer et favoriser la vision de l'entreprise? Je ne sais pas si Baya… Là, il y a pas mal de choses, on en a parlé tout à l'heure. C'est évidemment le fait de se donner une raison d'être. On parle régénératif, il y a une méthodologie que j'aime bien, qui est la perma-économie, qui a été développée par Norcis. Vincent en parlait pas tout à fait, mais Norcis a fait partie des partenaires d'une de leurs études. Sylvain Brozard, le créateur de Norcis, a développé cette méthodologie de la perma-économie qui inspire le fonctionnement de l'entreprise de demain sur la base de la permaculture. Donc, comment on cultive pour permettre aux écosystèmes de se régénérer très facilement et de manière pérenne et sereine. Donc, se donner une raison d'être et surtout l'incarner,
Pour moi, dans la logique de la permaéconomie, pour tous ceux qui travaillent sur ces sujets-là, c'est juste essentiel. Très souvent, nous, on intervient dans des entreprises, on nous demande de travailler sur, je sais pas moi, une vision bas carbone ou sur un projet de transformation, sur un levier. Si on voit que ce travail sur la raison d'être n'a pas été fait, on le fait faire. Parce que pour nous, c'est le point de départ. Avec la prise de conscience des enjeux et la raison d'être, si vous n'avez pas ça comme fondation de votre démarche environnementale et sociale, de votre démarche régénérative, vous n'y arriverez pas de toute façon. Parce que si ce n'est pas dans l'état d'esprit de chacun, de toutes les parties prenantes au quotidien, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense, on n'y arrivera pas.